Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle saison et donc un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien sur 8 Mont Blanc en live sur le petit écran et sur nos réseaux sociaux. Et au sommaire, ce soir, il sera beaucoup question de culture, à commencer par la culture glisse avec notre premier invité, Gaylord Pedretti, DG de Sporter, organisateur du High Five Festival. On en reparlera dans quelques minutes. Ensuite, nous parlerons science, cinéma, événements, expositions avec le directeur de La Turbine qui nous présentera en exclusivité la toute nouvelle saison du pôle culturel de Crangevrier. Enfin, une belle initiative du côté de Chamonix avec une association qui veut permettre à tous de renouer avec la culture avec un grand C. La petite université sera avec moi sur ce plateau. Mais avant cela, c'est l'heure des titres de l'actu avec Fanette qui me rejoint. Salut Manu. Ça va Fanette? Ça se passe bien ce début de première? Bon écoute, plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Sans stress, tout qui va bien. On prend les mêmes, on recommence. Et ce soir avec toi, on va parler d'un grand chantier direction l'A41. L'A41, effectivement, qui est souvent saturé. 25 000 voitures passent au péage d'Annecy Nord chaque jour. Ça fait beaucoup de monde. Donc, une voie de chaque côté va être ajoutée. On en sera donc à 2 fois 3 voies. Et puis, la gare de péage va aussi être agrandie. Donc, gros chantier, plus de 2 ans de travaux. Donc, on fera le point. Avec Victoria Lopez. Et puis, le premier épisode de notre série de la semaine qui, une fois n'est pas coutume, a été réalisé par notre cher ami et collègue François Pirot. Voilà François qui est notre droniste. Ça existe, droneur, pilote de drone. En tout cas. Et donc, du coup, il s'est intéressé à ce secteur qui est effectivement en pleine mutation avec 3 reportages. Ce soir, on va s'intéresser aux évolutions technologiques autour du drone. Un grand programme. Et pendant que tu es là, on enchaîne directement avec notre revue de presse quotidienne. Et tu nous as sorti un superbe article avec DSF qui change de président. Voilà, hier dans la revue de presse avec Seb, on a parlé du départ de Pierre Lestas qui était président depuis 3 mandats. Il a passé la main donc à l'occasion du congrès qui se tient actuellement à Paris. C'est Alexandre Molin qui prend le relais. Le Savoir Décibel a été élu à la quasi-unanimité par l'Assemblée générale. Il avait été choisi par le bureau déjà, donc il n'y avait pas un grand suspense. Les défis qu'il aura à relever, donc c'est-à-dire dans le Dauphiné aujourd'hui, l'immobilier en montagne avec la construction de 10 000 lits froids chaque année en plus. Alors qu'on sait, c'est déjà un problème, la complexité des procédures ou encore la création éventuelle d'un conseil stratégique du tourisme en montagne. Donc ça sera les grands dossiers de ces premières années. Et l'objectif, c'est redevenir la destination neige numéro 1 puisque la France est passée derrière l'Autriche il y a 2 ou 3 ans. Quelque chose comme ça. Voilà. De toute façon, on aura, j'imagine, l'occasion d'en reparler avec des reportages complets au JT. Et la transition est toute trouvée puisque toi, tu nous as trouvé une news monstrueuse. Il neige en montagne. Oui, je sais que les images de neige, c'est un peu surfait, mais en même temps, ça fait quand même super plaisir. C'est bucolique. Donc ça, ce sont des images qui ont été envoyées par la station de Val Thorens, 2280 mètres. Hein, c'est la plus haute station d'Europe, donc voilà, c'est logique que ça soit l'une des premières enneigées. Après, il a neigé un petit peu partout, on en a reçu aussi des contamines, etc. Mais voilà, c'était juste histoire de. Ça fait pas encore une sous-couche. Non, hein, pour le moment, c'est juste pour la carte postale, mais ça fait plaisir quand même. Ça fait déjà plaisir. Et c'est maintenant que je te lance. Cocorico, j'ai noté comme relance. Merci Fanette. Ouais, moi je choisis des sujets un peu sérieux et j'ai choisi ce soir de vous parler du prix Nobel de physique qui a été attribué ce mardi matin à 3 personnes, dont un Français. D'où le cocorico. Voilà. L'Ardéchois Gérard Mourou, 74 ans, qui a donc gagné la reconnaissance de la communauté scientifique internationale grâce à ses avancées dans la science des lasers. Avec son étudiante, la Canadienne Dora Strickland, ils ont notamment inventé une technique d'amplification de laser, ce qui a notamment permis à des millions de personnes de pouvoir être opérées, notamment de la myopie et de la cataracte. Et oui, le duo a partagé le prix avec l'Américain Arthur Ashkin, qui a lui mis au point une pince optique permettant de manipuler des petites cellules vivantes ou encore des bactéries, des virus. Bravo à eux en tout cas. Et puis une info qui, j'en suis sûre, t'a fait un peu plaisir sur les 80 km/h, la fameuse loi des 80 km/h. Un sujet un peu plus léger, je te l'accorde, mais ô combien important. Ce sont nos confrères du Progrès qui sont à l'origine de cette étude très sérieuse, j'en suis sûr, sur cette nouvelle réglementation, donc tu l'as dit, avec la limitation à 80 km/h sur les routes à double sens sans séparateur. Et selon un spécialiste interviewé ici en Haute-Loire, le point des 80 km/h, que l'on soit en boîte 5 ou 6 vitesses,
c'est le moment où l'on change de rapport. Le conducteur n'a donc pas d'autre choix que d'être en sous-régime ou en sur-régime. Une mesure qui visait à la base à diminuer les particules rejetées par les 39 millions de véhicules légers présents en France. Mais selon notre spécialiste, cela pourrait bien finir par encrasser les moteurs prématurément. Alors si pour l'instant la mesure est encore un peu trop récente pour avoir des conséquences visibles, affaire à suivre, je ne lâcherai pas l'affaire. Il faut prendre le vélo. Aussi, sauf quand on va en Maurienne. Merci beaucoup, Fanette. À tout à l'heure. On se revoit pour le rappel des titres. Et tout de suite, j'accueille mon invité du jour, Monsieur Gaylord Pedretti. S'il te plaît. Bonjour, je sers la main. Quand même. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien. On ne te présente plus, tu es un habitué de l'antenne de 8 Mont-Blanc, directeur général de Sportair. Félicitations. Puisque c'est toujours like that. Hein. Et toujours like that, quand même, faut pas oublier. Créateur, organisateur du High Five Festival. Et on en parle parce que forcément, ça commence dans quelques jours à peine. J'imagine que pour toi, c'est le gros rush en ce moment. Ouais, mais le timing est bon. J'ai vu que la neige est arrivée en montagne. On dit que c'est l'ouverture de la saison d'hiver. Finalement, on est plutôt bien calé avec la météo. Tant mieux de voir la neige arriver. Effectivement, High Five Festival, depuis 9 ans. On lance l'hiver en fanfare avec les champions, les stations, tout le monde. Je pense que maintenant, l'événement, les gens connaissent un peu, mais on a des nouveautés. Alors justement, c'est vrai que depuis 9 ans, ça attire toutes les foules. Ça fait d'Annecy le centre du monde de la glisse, éphémère en tout cas en ce début de saison. Et là, je mets les pieds dans le plat, mais déjà, il y a la disparition du concours du Big Air qui a laissé place à pas mal de nouveautés. Comment ça s'est fait? Exactement. L'année dernière, c'était le thème des rêves. Et on voulait terminer sur le thème des rêves avec High Five Forever, avec une édition de rêve, le Big Air. Mais justement, dans l'événementiel, il faut savoir se renouveler. Il faut savoir proposer autre chose. Et j'allais dire que quand on voit en ce moment l'histoire de l'eau dans le lac, les choses qui changent, je trouve intéressant qu'on arrive à proposer un festival sans neige, mais sur la neige sur les écrans, et lancer l'hiver sans que la neige soit là, elle est sur les sommets, et d'arriver à proposer une nouveauté qui va réunir autant de monde. Hein. Vous verrez, au niveau de la billetterie, ça s'affole. Et aujourd'hui, le High Five, c'est vraiment le lancement d'hiver, et c'est ça qui me rend hyper fier avec les équipes. Puisque l'hiver, c'est en décembre, mais de réunir tout le monde début de saison et de réunir et d'unir. Il faut savoir que l'événementiel, c'est un des derniers remparts face aux réseaux sociaux, puisque les gens se donnent rendez-vous en vrai. Ils viennent passer 3 jours à Annecy et ils partagent. Et ça, c'est hyper important. Et le thème, c'est les copains d'abord. Justement, l'année dernière, la rêverie, cette année, les copains d'abord. Et là, tu as réuni quand même une sacrée bande de copains cette année. Oui, on a du beau monde. On l'a vu d'ailleurs dans le teaser. Henry Carlo, Sarah O'Flynn, qui est championne olympique. On a Josh Christensen qui vient, qui est champion olympique. Tanner Hall, légende du ski. Victor Mufajandé, qui a gagné une médaille cette année. Alexis Patureau, Perrine Lafont. En fait, le High Five est devenu le festival de Cannes du ski et au sens large. On présente même des films dans lesquels sont Kylian Jornet. Enfin, en gros, il y a les passionnés de ski, de la montagne, que ce soit pentraide, freeride, freestyle, ski alpin, quoi qu'il arrive. Si vous aimez le ski, vous allez aimer le programme. Et si vous n'aimez pas le ski, il y a aussi une partie du programme qui est pour vous. Le but, c'est ce week-end que les gens sortent, voient, partagent et que, high five. On le sait, ça concerne énormément de monde, ça intéresse énormément de nos téléspectateurs. D'ailleurs, il y a une de nos téléspectatrices qui s'est prêtée au jeu de la question du jour et qui va poser une question piège. À ma place, ça me va bien. Tout de suite, je laisse justement Sandra et Monet te poser une petite question. La question est pour les organisateurs de l'High Five Festival. L'an dernier, l'entrée était gratuite. Cette année, elle est de 10 €. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Volontiers, la question, elle arrive souvent. Il faut savoir que le High Five Festival, ce n'est pas un festival soutenu par la ville d'Annecy. Quand je dis soutenu, c'est financièrement. Nous, on est une agence et en fait, forcément, faire un événement, ça coûte un peu. On est dans un conflit, malheureusement, pas dans un conflit, dans une situation où il y a l'état d'urgence qui existe toujours. Il faut savoir sécuriser, où il y a un sponsor qui n'est plus là, qui est Soch. Et on a voulu continuer en demandant contribution au public, mais en proposant plus d'animation. Donc en fait, c'est toujours marrant de vouloir comparer. Mais les gens vont au salon du chiot et donnent 15 €. Ou vont au salon de la mariée et donnent 30 € ou je ne sais pas combien, et que finalement 10 € dans lequel on peut profiter 3 jours d'un village de marque, d'une pléthore d'animations, d'emmener ses skis et ils vont être portés gratuitement, de rencontrer les meilleurs champions au monde qui prennent l'avion, il faut payer leur venue. En fait, il faut dire la vérité, ça ne se fait pas comme ça en claquement de doigts, ça se fait en claquement de main. Mais justement, dans ce claquement de main, le public il a besoin aussi de pouvoir aider, montrer à contribution que le festival a encore raison d'être. Et je pense qu'on ne se trompe pas, parce que même si cette question elle arrive souvent, on voit que les gens participent. Et 10 €, quand on peut faire du trampo, de l'airbag, du biathlon, bref, tout ce qui s'y trame, il y en a plein, de la tyrolienne du 3e étage de l'Impérial. D'une, il fallait un pass,
parce qu'il fallait contrôler les accès et mettre tout le système de passe, de bracelet, etc. Nous contraignait à demander une contribution. Du coup, on reverse 1 euro par place achetée à une association. Les gens ont le choix entre 3 assos d'ailleurs, parce qu'on a voulu continuer à s'engager, mais d'une manière différente, en contribuant avec le public. Mais cette question elle vient souvent, mais c'est assez drôle, parce que je pense que la plupart du temps de l'année, les gens, malheureusement, dépensent vite pour parfois pas grand-chose. Et là, 10 euros à l'échelle d'un week-end, sachant que je peux rassurer les gens, le dimanche, c'est 5 euros sur place l'entrée. Et vous aidez une agence annécienne qui essaye de faire du local et qui essaye justement, tant bien que mal, de maintenir un festival alors qu'on est copié partout ailleurs. Et souvent avec... mais qui le fait bien. Avec l'aide des mairies, c'est pas un contre-pied pour les mairies, mais c'est vrai que le High Five existe depuis 9 ans. Je pense qu'on est capable de montrer qu'aujourd'hui, c'est un vrai lancement de la saison d'hiver. Avec toutes les institutions, c'est pas qu'un événement de jeunes à casquette, c'est pas d'ailleurs un gros mot. Et voilà, donc effectivement, pour que l'événement grandisse et continue, il y a une petite contribution qui a été nous demandée. Mais c'est pas une question piège. Écoute, en tout cas, merci d'avoir répondu à Sandra, à qui d'ailleurs on souhaite un bon anniversaire. Je crois que et j'ai votre nom Facebook que j'ai vérifié quand même. Le nom, prénom. Non, histoire de... Et bon, tu le disais, beaucoup de nouveautés et beaucoup d'animation aussi. Vraiment un accent qui a été mis aussi sur finalement la pluriactivité. C'est un peu le thème dans les stations aujourd'hui et c'est le thème au High Five également. C'est ça, c'est le partage. C'est-à-dire que quand on dit que c'est les copains d'abord, c'est que le temps d'un week-end, les meilleurs champions, ils sont dispo, ils sont là avec vous, ils vont aller... il y a quand même le champion olympique qui va vous apprendre à sauter sur un airbag. Il y a justement l'équipe de Bon Appétit qui propose des masterclass. Enfin, en gros, c'est un réel échange. On veut aller au-delà du selfie, au-delà de la séance de dédicace. Ça fait toujours partie du festival. Et c'est proposer de l'échange, de l'expérience. Et que justement, on s'en rappelle toute sa vie de ça. Moi, je me rappelle, plus gamin, il y avait une course. Et j'avais le droit d'être au départ d'une course où il y avait les meilleurs skieurs alpins de l'époque, dont un Luc Alphand. Et j'ai fini peut-être, je sais pas, 500e. Mais j'étais au départ d'une course où il y avait des mecs qui couraient en Coupe du Monde. Et là, en fait, vous êtes sur un week-end où il y a les meilleurs skieurs au monde et il n'y a pas de barrière, en fait. Ils partagent avec vous la même passion du ski et la même envie que l'hiver arrive, en fait. Et ça, c'est quand même canon. Et avec les champions qu'on a, franchement, c'est top que le festival, justement, sans le Big Air, même si les gens en parlent, et en 9 éditions, il y a eu 2 Big Air. Le festival, le High Five, l'ADN, c'est les films de ski, c'est le cinéma et c'est le 7e art. Et c'est ça la force de ce festival. Et vous verrez, on a un parrain mystère qui va être dévoilé dans le week-end. Ça commence vendredi soir et ça commence en grande pompe. Exactement. Vendredi, première séance, elle est gratuite. Justement, la séance 1 que vous pouvez commander sur Internet gratuitement. Et après, séance 2, 3 et jusqu'à la 13e dans le week-end, il y a 63 films à l'affiche. Et il y a des petites nouveautés. Si vous croisez Kairon, Dedo ou Maxime Gasteuil, c'est pas qu'ils aiment le ski, c'est qu'ils aiment faire rire. Et on leur a proposé de se produire sur la scène du High Five Comedy Hop. Bon, et on peut en parler. Vendredi soir, on vous fera un accès direct spécial en direct depuis l'Impérial, avec là aussi un gros plateau, quelques gros invités, je crois. Exactement. La Clusa fait le premier après-ski de l'hiver, en fait. Vu qu'on commence la saison d'hiver, c'est normal. Comme on a Entremont qui vient faire les 70 ans et qui fait son première raclette géante, il va se passer beaucoup de choses. Allez sur le site internet. Je vous promets que le programme il va être hyper riche. Et je pense que les gens, quand ils vont voir tout ce qui va se passer, vont dire ok, on comprend mieux la dynamique de cette édition-là. Et je vous rassure, l'édition de 2019, elle est déjà dans nos têtes et on dévoile le thème dans 2 jours. On a hâte de voir ça et on vous suivra avec intérêt. Merci beaucoup, Gaylord, d'avoir été avec nous pendant ces quelques minutes. J'imagine que tu as fort à faire. Et de toute façon, on te retrouve vendredi soir pour l'ouverture du High Five Festival. Et ce sera aussi en direct sur 8 Mont Blanc, bien entendu. Merci beaucoup. Je te laisse repartir direction la régie pour accueillir notre deuxième invité. C'est notre invité culture, monsieur Philippe de Pachter. S'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le directeur de La Turbine. La Turbine qu'on ne présente plus concrètement le pôle culturel, le pôle multimédia, cinéma, sciences. Il y en a pour tous les goûts. La nouvelle saison 2018-2019 a commencé il y a quelques jours. C'était en septembre encore, donc il y a 48 heures à peu près. Et on va commencer avec une saison très chargée puisqu'on n'aura pas le temps de s'embêter. Il y en a pour tous les goûts et de septembre jusqu'à juin. Comment on fait concrètement pour élaborer aussi longtemps à l'avance un programme aussi chargé ?
Derrière, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une équipe d'une trentaine de personnes, si on regroupe les sciences, la médiathèque, le cinéma, qui prépare justement des mois durant toute une programmation, toute une série de rendez-vous pour accueillir le public le plus large possible. Et ça, c'est vraiment un des critères, c'est-à-dire ouvrir au public le plus large possible, et en particulier aux jeunes. C'est un peu l'ADN finalement de la Turbine, ça. C'est l'ADN, et notamment quand on parle de science, un des objectifs de la culture scientifique, puisqu'on nous catégorise dans la culture scientifique, c'est justement d'initier, de donner envie aux jeunes de s'intéresser aux sciences, de leur montrer que c'est pas ce truc un peu austère et un peu difficile, mais au contraire que ça peut être un énorme terrain de jeu. Et globalement, c'est ce qu'on a envie de présenter à la Turbine avec nos partenaires. Alors, les rendez-vous de cette nouvelle saison commencent sur les chapeaux de roue, puisque dès ce week-end, il y a la fête de la science qui va arriver. Et là, il y a déjà pas mal de rendez-vous et, comme vous le disiez, ouvert à tous, mais avec quand même un petit accent qui est mis sur le jeune public. Voilà, toujours sur le jeune public. La fête de la science, effectivement, c'est du 6 au 14. C'est un événement majeur qui a un rendez-vous annuel, toujours à la même époque, et donc qui rassemble un certain nombre d'acteurs. Donc nous, à la Turbine, pendant toute la semaine, il y aura des activités. Il suffit d'aller sur le site et de voir le nombre d'ateliers, de rencontres, de conférences le soir, de films. Et quand je dis la Turbine, c'est pas que les sciences, c'est aussi la médiathèque. Il y aura des choses sur l'aromathérapie à la médiathèque. Donc, pour montrer aussi qu'on est capable d'aller sur des terrains qui sont pas les sciences pures, dures, etc., mais d'ouvrir justement au plus large public. Il y a toujours cette volonté un peu de vulgarisation des sciences, les remettre, comme vous le disiez, dans les mains de tous. Il y a des thèmes qui ont été mis en lumière justement cette année. Alors cette année, c'est comme l'année dernière, c'est de parler des idées reçues, parce qu'il n'y a pas pire chose dans les sciences que de véhiculer justement des idées reçues qui peuvent parfois être donc fausses, et véhiculer dans les sciences des idées fausses, ça peut être un peu dangereux. C'est très, très à propos. On est tous aujourd'hui dans les fake news, les théories du complot, etc. Donc on casse tout ça. Voilà, on sort nous de 2 jours de colloque entre professionnels sur fake news et esprit critique. Et l'idée justement de la culture scientifique, c'est d'éveiller en chacun d'entre nous un esprit critique, c'est-à-dire de ne pas prendre les choses comme ça pour argent comptant quand elles arrivent, mais d'être en capacité de les analyser, de les critiquer, et puis de se faire sa propre opinion. C'est surtout ça qui est important, c'est au final de bien séparer ce qui est savoir, c'est-à-dire les connaissances scientifiques, qui sont des choses qui sont aussi mouvantes, parce que ce qu'on connaît aujourd'hui va peut-être bouger demain, mais aussi de pouvoir suivre ça, de faire le distinguo entre savoir et croyance, parce que là, les croyances, c'est un peu plus dangereux. Est-ce que c'est pas plus facile justement de s'adresser aux jeunes publics, parce que des idées reçues, ils en ont un petit peu moins que les adultes? Oui, enfin, de toute façon, il faut commencer au niveau du jeune public, parce que si on construit une démarche scientifique dans la tête d'un jeune, sans qu'il s'en rende compte, parce que globalement, on l'invite plutôt à s'amuser et à jouer sur les expos, mais tout en l'amenant à se construire une démarche scientifique, on se dit que quand il sera adulte, il aura tous les outils pour être en capacité d'analyser des situations et éventuellement d'influer sur des futures décisions politiques ou des choix de recherche à faire. Voilà. Donc, on l'évoquait il y a quelques minutes, il y a des grands rendez-vous comme la fête de la science qui donc a lieu à partir de la semaine prochaine, à partir de ce week-end. Pour autant, on ne lâche pas l'ADN, encore une fois, de la Turbine, qui est de faire des rendez-vous récurrents toutes les semaines avec justement la médiathèque, le cinéma et tout le reste. Ça, on n'oublie pas pour autant. Alors ça, on a tricoté un programme d'enfer du mardi au dimanche. Si vous venez à la Turbine, il se passe toujours quelque chose. Donc, que ce soit effectivement un atelier à la médiathèque, un cinéma avec un auteur, un producteur, un film ou une animation sur une expo, il y a toujours quelque chose à la Turbine, y compris même sur certains temps dans l'année, puisqu'il va y avoir des rendez-vous la nuit. Quelques nocturnes, tout à fait, que j'avais noté. Des nocturnes, je pense notamment à la nuit de la lecture en janvier, 19 janvier à la médiathèque. On fait aussi la nuit des musées en mai, et puis
on concocte une petite surprise en juillet 2019. Il y a toujours cette volonté finalement de croiser un petit peu tous les thèmes, que ce qui est abordé dans le cinéma soit un petit peu repris dans la médiathèque ou dans les expositions temporaires. Finalement, ce n'est pas différents pôles distincts, mais vraiment tout se croise et se recroise. Non, c'est un écosystème, la turbine. Hein. C'est un écosystème culturel et là-dedans va se générer des expériences qu'on a envie de faire vivre au public. On fait par exemple des rencontres autour du livre de sciences, donc un lien entre la médiathèque et les sciences. On va faire aussi des choses autour d'un film scientifique avec le cinéma. Voilà, c'est autant de choses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la turbine, on travaille aussi avec de nombreux partenaires. On est un peu une chambre d'écho d'autres opérations. Par exemple, autour des enfants qui se fait avec Bonlieu, il y a une déclinaison à la turbine. Le festival du film d'animation en juin, il y a une déclinaison aussi à la turbine. Enfin, quelque part, on est toujours, et attention les feuilles, il y a une déclinaison à la turbine. Enfin, donc on essaye toujours de voir comment est-ce qu'on peut montrer que globalement la culture, c'est quelque chose de pluriel, c'est pas cloisonné, c'est quelque chose qui crée du lien entre les gens, entre les générations, et du lien social aussi, parce que ça permet de se croiser, d'échanger, etc. Vous l'avez compris, si vous avez un petit moment de libre dans les mois qui arrivent, n'hésitez pas, rendez-vous donc sur la turbine à Crangevrier, il y aura donc toujours quelque chose à faire. Monsieur de Pachter, merci beaucoup d'avoir été présent aujourd'hui sur notre plateau. Donc, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler, de venir faire des petits focus sur les expositions et sur tout ce qui se passe dans votre superbe pôle culturel. Merci beaucoup, on se revoit très vite et je vous laisse repartir direction la régie. Juste le temps pour moi d'accueillir notre troisième invitée, Juliette Craplet, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous êtes la fondatrice et directrice de la Petite Université. Alors, c'est une association basée à Chamonix, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Expliquez-nous un petit peu le concept. Alors, le concept, c'est un concept qui est fortement inspiré de celui des universités populaires ou des universités du temps libre, dans le sens où on propose des cours, des ateliers, des stages dans toutes sortes de matières, de type un peu universitaire, mais pas seulement, à toutes sortes de publics, donc sans objectif professionnalisant, simplement pour satisfaire des curiosités intellectuelles ou pour acquérir un savoir pratique comme en permaculture ou en langue vivante, par exemple. Et voilà, donc c'est vraiment très divers. Il y a une vingtaine, 25 matières environ, et pour un public qui va des jeunes enfants aux retraités. Finalement, voilà, c'est pour permettre à tous, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le milieu, de pouvoir en savoir plus. Je regardais des sciences humaines en passant par les matières scientifiques, les cours de langue, les arts, le savoir-faire, un programme spécial pour les jeunes. Il y en a vraiment pour tous les goûts. L'idée, elle vous est venue d'où ? Alors l'idée était vraiment est partie d'un constat, c'est que dans la vallée de Chamonix, il y a beaucoup de gens très divers, de curiosités très différentes, très joliment dit. Et que il y avait vraiment un public pour une offre culturelle assez renouvelée et qui s'ouvre aussi sur d'autres choses que tout ce qui était lié à la montagne. Et c'est vrai que, alors évidemment, on fait une déclinaison un peu locale, et c'est-à-dire qu'on propose des matières scientifiques qui sont en lien avec la montagne, justement, comme la glaciologie, la météorologie, l'étude des écosystèmes d'altitude, etc. Mais il y a aussi toutes sortes de matières qui sont censées ouvrir sur le monde en général, donc voilà, les sciences politiques, l'analyse transgénérationnelle, les langues vivantes, la permaculture, la photographie. Et donc, c'est aussi cet éclectisme qui fait la force, je pense, de la Petite Université, parce qu'elle s'adresse vraiment à un public extrêmement large, et on le voit dans nos adhérents. On a toutes sortes de gens, et c'est ça qui est aussi vraiment intéressant, parce que l'idée, c'est de créer du lien social, c'est qu'il y ait de l'échange, du partage, et ça fonctionne très bien dans ce sens, parce que les gens se retrouvent d'univers différents et partagent autour de thématiques très variées qui sont différentes de ceux à quoi on est habitué peut-être dans une vallée de montagne. Et pour cela, vous leur mettez un petit peu à vos adhérents un programme presque à la carte, puisqu'on peut trouver des cours hebdomadaires, mensuels, trimestriels, le soir, le week-end, etc. En fait, c'est super open. Alors, c'est quand même adapté aux actifs. Donc, les cours ont essentiellement lieu le soir et le week-end, puisque justement, c'est pas seulement pour les retraités, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, on est vraiment soir et week-end. Après, oui, la fréquence est variable en fonction des thématiques.
Les langues vivantes, il y a une fréquence hebdomadaire parce qu'on ne peut pas apprendre l'anglais ou l'italien en une fois tous les 3 mois. Donc ça, c'est hebdomadaire. Et puis aussi, parfois, en fonction de la disponibilité des enseignants. Mais par exemple, en glaciologie, là, je vois la sortie, c'est des modules de cours qui sont couplés avec des sorties. Donc ça s'étale aussi sur l'année en fonction des saisons. Et voilà. Puis après, il y a des cours mensuels comme la sociologie. Oui, il y a toutes sortes de choses, effectivement. Mais il faut s'inscrire ensuite par matière. Alors, il faut s'inscrire. Est-ce qu'il y a des matières qui ont vraiment le vent en poupe, qui sont vraiment plus demandées que d'autres? Oui, tout à fait. Alors, il y a la science politique qui marche très bien. Donc, sur la frontière et sur le dessous des conflits armés du XXIe siècle. Okay. Donc ça, c'est notre grand succès. Effectivement, les cours sont de très grande qualité, assurés par Timothée Motin. On a également la météorologie et la glaciologie qui marchent bien, et l'analyse transgénérationnelle qui est aussi un beau succès. Alors c'est assez particulier. Qui aurait pu l'imaginer en amont? Voilà, mais ça marche très très bien, ouais. Voilà. Donc ça, et là, les cours sont en train de commencer. Il y en a qui ont débuté en septembre, d'autres qui commencent en novembre, comme l'histoire de l'art, etc. Et des stages également. J'imagine que pour tout ça, vous vous êtes entouré d'un corps, entre guillemets, professoral de premier ordre. Comment vous êtes tombé justement sur toutes les personnes à même d'enseigner des matières aussi diverses? Eh bien, c'est vraiment, on s'appuie essentiellement sur les ressources locales. Et en réalité, la vallée de Chamonix regorge sinon de grands intellectuels, en tout cas de personnes très compétentes dans leur domaine. Alors, il y en a qu'on est évidemment allé chercher, d'autres qui sont venus proposer d'eux-mêmes d'enseigner une matière dans laquelle ils étaient bons. Donc oui, on va avoir des figures plus connues comme Jan Giesendanner en météorologie, comme Luc Moreau en glaciologie. D'autres qui le sont moins et qui sont simplement issus de la société civile, qui ont leur travail mais qui ont une vraie passion, un vrai savoir dans un domaine et qui sont prêts à le partager, à l'enseigner. Et donc on a finalement un corps professoral assez divers et dans l'ensemble, on a fait une enquête de satisfaction l'année dernière. Les enseignants sont très bien jugés par les participants. Voilà, donc on a vraiment la garantie que les cours sont de grande qualité, donc on est content. Ça s'adresse aux habitants de la vallée de Chamonix, mais on peut venir y assister si on n'arrive pas forcément. Oui, non, bien sûr. Alors, et c'est sûr que c'est inscrit sur un territoire et que comme on demande du présentiel, on demande aux gens d'être là, c'est surtout des gens de la vallée de Chamonix, mais on a également de la basse vallée de l'Arve, donc de Passy, Salange, aussi de Saint-Gervais, parfois de Grenoble. On a des résidences secondaires qui viennent pour justement le module auquel ils se sont inscrits. Donc, on a des Suisses, de Fin-Haut, de Martigny. Non, c'est finalement, il y a une aire assez large, même si c'est essentiellement chamoniard, c'est bien sûr ouvert à tout le monde. Oui. Si on veut adhérer, j'imagine, il y a un site internet. Il y a un site internet, voilà, lapetiteuniversité.net, sur lequel il y a toutes les instructions. On paye une adhésion et une inscription ensuite au cours qu'on veut suivre. On a une permanence au Club Alpin Français, 2 fois par semaine, mais tout est sur le site, oui. Eh bien, on ne peut que vous inciter à justement aller voir ce fameux site internet. La Petite Université, c'est du côté de Chamonix, mais vous l'avez compris, c'est ouvert à tous les curieux de culture, au sens large du terme. Juliette, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne continuation, je vous laisse repartir. Juste le temps pour moi de rappeler Fanette à la rescousse pour le rappel des titres. Et avec toi, dans quelques minutes, c'est le JT. Et on va commencer avec un chantier sur la 41. Voilà, 25 000 voitures chaque jour au péage Annecy-Nord. Ceux qui l'ont déjà emprunté le matin savent que ça coince, du coup. Donc, gros travaux pendant environ 2 ans et demi sur le péage, mais sur les voies qui vont jusqu'au péage de Saint-Martin, avec une voie supplémentaire construite de chaque côté. Puis un premier épisode de la série de la semaine de François Pirot. Série consacrée au drone, parce qu'on utilise, nous, le drone dans notre métier pour faire de belles images. On en verra d'ailleurs ce soir. Mais ça sert aussi à plein d'autres choses. Donc on va faire le point cette semaine sur les évolutions du drone, la législation, les nouvelles utilisations. Donc premier épisode ce soir. C'est dans quelques minutes, c'est dans le JT. On se retrouve d'ici quelques minutes, juste après cette page de pub.